Bah, écoute Yann, tu me parles de tes recherches, là, de ta thèse sur le viol, mais moi j'étais victime de viol, ok? Ah merde, enfin je veux dire, ah bon? Mais on, on va aller à la police, on va l'arrêter, on va porter plainte. Bon Yann, calme-toi, ça s'est passé il y a plus de 10 ans, d'accord? 10 ans. Mais t'as jamais pu en parler? Ta mère ou ta meilleure amie, vous parliez de tout? Pas de ce sujet-là. Mais comment t'as fait alors? Depuis tout ce temps? Ben, j'ai fait. J'ai dû faire sans parler. Je me suis aussi renseigné, j'ai lu des bouquins, puis il y a aussi une association qui m'a beaucoup aidé, puis je vais bien. Je fais mes études, j'ai un petit ami. Et toi, par exemple, est-ce que tu t'en étais pas aperçu que j'avais été victime de viol? C'est toi, là, tu m'énerves à parler du viol comme du théorème de Pythagore, là. Quand on me demande quel est le sujet de mes recherches, j'ai appris à prendre des précautions. Parce que quand on parle du viol, ça peut générer des craintes, ça peut générer des fois de la culpabilité, ça peut générer de la souffrance. Et ça fait que c'est pas facile d'en parler, c'est pas facile d'entendre parler de ce sujet-là. Et il n'y a pas vraiment de manière idéale d'en parler. Et donc, enfin, je suis tout à fait conscient des émotions que ça peut générer. Et d'autant plus que des fois, j'en parle de manière un peu distanciée, un peu trop scientifique. Donc, excusez-moi d'avance. Et voilà. L'autre souci, c'est que je suis un homme. Et que, en fait, par rapport au viol, 98% des agresseurs sont des hommes. Et en fait, même au-delà de l'agression, il y a des menaces, il peut y avoir des regards, il peut y avoir des insultes, il peut y avoir du harcèlement, et ça vient régulièrement des hommes. Et voilà qu'un homme arrive sur scène, il va expliquer des trucs sur le viol. Mais à qui? À des femmes? À des victimes? Et en même temps, je suis déjà allé à des conférences sur les violences sexuelles, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Et le message que ça renvoie un petit peu, c'est c'est pas trop notre problème. C'est vous les victimes, c'est vous qui devez régler une souffrance, donc c'est pas, ça ne nous regarde pas. Mais que justement, si ce sont les hommes qui sont à l'origine de ce problème-là, c'est à eux à prendre en charge, en tout cas en partie en charge, ce sujet. Et par rapport à ça, je vais vous lire une citation de Virginie Despentes. Je trouve les mecs lents à s'emparer de sujets qui les concernent directement et qui pourraient les concerner exclusivement, comme le viol. Comme quand il y a la nuit debout et qu'on commence à entendre que beaucoup se plaignent de main au cul. Ça me surprend que le lendemain, les mecs n'éprouvent pas le besoin de se rassembler immédiatement pour dire qu'est-ce qu'on fait? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, en fait, à cette époque-là, quand je commençais à m'intéresser à ce sujet-là, j'étais étudiant en philosophie. Donc, j'ai voulu faire des recherches sur le viol. J'ai fait un master sur le viol, ensuite une thèse. J'ai lu pas mal de témoignages. Je me suis aussi surtout informé auprès des associations qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses. Et puis surtout, si je suis ici devant vous, c'est parce que je pense avoir compris quelque chose qui vaut la peine d'être dit. Enfin, je crois. Et puis surtout, il y a un enjeu parce que en France, les viols, c'est 15 000 plaintes par an. Voilà. Et en fait, ça, c'est pas la réalité des viols. Parce que les associations, elles se sont vite aperçues que les personnes qui venaient les voir, elles portaient pas plainte, et en fait, il n'y en a pas beaucoup qui portaient plainte. Donc, elles ont voulu savoir quel était le nombre réel des victimes de viol. Donc, par rapport à ça, il y a par exemple l'NVEF qui a fait des recherches téléphoniques anonymes. Et donc, c'était auprès de plusieurs milliers de personnes. Ils posaient des questions sur l'intimité, sur la sexualité, sur le consentement. Donc, à un moment donné, on arrivait à savoir si les personnes étaient victimes de viol. Et en même temps, elles demandaient si elles portaient plainte. Et en fait, ça donnait un ratio de 1 pour 8 à 1 pour 15. Et donc, c'est une estimation. Donc, ça donne 150 000 viols par an en France. Donc, ça, c'est un chiffre. Et moi, la fois où j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur du phénomène, c'est lorsque, à l'université,
ça a commencé à se savoir qu'il y avait un étudiant en philosophie qui faisait des recherches sur le viol. Et en fait, régulièrement, je me retrouvais avec une personne qui me racontait ce qu'elle avait vécu. Une fois, c'était au local de l'association, et je me retrouvais seul dans le local avec cette personne que je connaissais un peu, et elle m'expliquait ce qu'elle avait subi. Donc, on discutait un petit peu, puis j'ai essayé de l'orienter vers des associations qui pourraient l'aider. Une autre fois, c'était dans le couloir en attendant avant un cours. Une autre fois, c'était au café étudiant. Une autre fois, c'était en rentrant pour prendre le métro. Et à force, je me suis dit, mais bon sang, il y a personne à qui elles peuvent parler, toutes ces personnes. Et donc, à l'époque, c'était vraiment urgent. Je me dis, mais quoi faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, il y en a déjà beaucoup qui faisaient des choses. Il y avait des associations. Il y a toujours eu des associations qui accueillent les victimes, qui les accompagnent par rapport à la justice et tout ça, qui font aussi de l'éducation populaire, de l'éducation aussi dans les collèges, les lycées, par rapport à l'égalité, la sexualité. Et donc moi, qu'est-ce que je pouvais faire en tant que chercheur? En fait, si on veut faire des recherches par rapport à faire des recherches, il faut avoir quelque chose de nouveau, quelque chose qui permette de commencer à penser quelque chose. Et ça, encore une fois, c'est des associations qui m'ont expliqué que le viol, il y a une spécificité. C'est le seul crime où, en fait, on sait que c'est grave, mais dans les faits, cette gravité, elle a tendance à disparaître. Elle a tendance à s'évaporer. Et on peut appeler ça la désaggravation. Donc la désaggravation, c'est le contraire de l'aggravation. C'est-à-dire l'aggravation, c'est quand il y a de la gravité, il y en a encore plus. Et la désaggravation, c'est quand il y a de la gravité, normalement, et qu'il n'y en a plus. Et en fait, la désaggravation, elle peut prendre 3 formes. La première forme, c'est la culpabilisation. On remet en cause les victimes. Et ça se passe très simplement avec des petites questions toutes simples, naturelles, mais assassines. Genre, pourquoi tu étais dehors si tard, toute seule? Et tu étais habillée comment? Ah ouais. Et là, tout de suite, on voit que c'est beaucoup moins grave. Et quand on pense que, par exemple, les viols dans un parking la nuit par un étranger, c'est 1% des viols. 80% des viols, c'est l'agresseur est connu de la victime et le viol se passe au domicile de la victime ou de l'agresseur. Donc on imagine que ça se transforme très facilement en « t'es quand même allé chez lui, et pourquoi tu l'as laissé entrer chez toi ?» Et la deuxième forme de désaggravation, c'est la minimisation. Donc là, c'est très simple, on ne va plus parler de viol, parce que le viol, il y a de la gravité, on va plutôt parler de jeu d'enfant, d'affection un petit peu poussée, ou alors on va dire que c'est vieux, comme un yaourt, c'est périmé, ou alors comme dans la loi, où il y a prescription. Et la troisième forme de désaggravation, c'est le déni. Oui, ça revient. Mais qu'est-ce que tu racontes sur ton père? Qui te fait des choses? Non mais, ça va pas? C'est faux. Tu mens. Prouve-le. Comment? Tu dis qu'il fait ça en plus à ta sœur. Mais tu vas pas bien. Attends un petit peu. Oui, alors ton père, ta sœur raconte que ton père, il te fait des choses à elle et à toi. Est-ce que c'est vrai? Réponds. Mais réponds, est-ce que c'est vrai, oui ou non? Oui ou non? Tu vois que c'est pas vrai. Menteuse. Comment tu oses parler de la sorte de ton père? Menteuse, comment tu oses l'accuser? Menteuse. À partir de ce moment précis, ça a cassé définitivement la relation entre les deux sœurs. C'est-à-dire qu'en grandissant, en vieillissant, et même jusqu'à leur mort, elles ne se sont jamais vraiment parlé. Elles étaient là lors des réunions familiales, mais par politesse, mais c'était très froid. Et comment je le sais, c'est que la fille qui a essayé de le dire à sa mère, c'est ma grand-mère. Et en fait, ça, je ne l'ai pas su tout de suite. C'est sans doute pour ça que j'ai été sensibilisé par ce sujet. Mais il a fallu que j'édite un bouquin,
Ça s'est su dans ma famille, et là, il y a eu des révélations. Et ma grand-mère, jamais, j'avais une discussion avec elle. Ma grand-mère, elle parlait à tout le monde, et elle avait son rôle de grand-mère. Et une fois, je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvé dans sa cuisine. Tout le monde était au barbecue. Et donc, elle m'a raconté ça. Ça a pris 2 minutes. Et elle parlait surtout de la trahison de sa sœur. Et donc, si on fait le compte, elle a essayé une fois d'en parler à sa mère pour demander de l'aide en 1940, et une autre fois vers 2010-2011 à moi. Voilà. Donc ça, c'est son espace de parole. Et donc voilà, la désaggravation, c'est le déni, la culpabilisation, la minimisation. Donc le viol, on sait que c'est grave, mais dans les faits, en fait, soit ça n'a pas existé, soit c'est rien, ou alors c'est un peu à cause de la victime. Mais ça, même si c'est une spécificité, est-ce que c'est vraiment étonnant? Parce que de la part de certains agresseurs, ça fait partie de leur logique de défense. Et de la part de l'entourage, on peut se dire qu'il y a de la crainte, il y a de l'ignorance. Donc, ça génère des mauvais réflexes. Et le problème, c'est que ce phénomène de désaggravation, il se poursuit jusque dans les institutions. Par exemple, il y a une femme qui a été victime de viol aux États-Unis, où son procès a été médiatisé. Et en fait, elle témoigne par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Dans les journaux, mon nom est devenu une femme inconsciente et ivre. 10 syllabes. Rien de plus. Pendant un temps, j'ai cru que je n'étais plus que ça. J'ai dû me forcer à réapprendre mon vrai nom, mon identité. Réapprendre que je n'étais pas que cela. Que je ne suis pas juste une victime ivre découverte derrière une poubelle après une fête étudiante. Tandis que toi, tu serais le plongeur de compétition d'une université prestigieuse, innocent jusqu'à preuve du contraire, et qui a tant à perdre. Je suis un être humain qui a été irrémédiablement blessé. Ma vie a été mise entre parenthèses pendant 1 an, en attendant de savoir si je valais quelque chose aux yeux de cette société. Une femme inconsciente et ivre. Moi-même, quand j'ai lu cet article, ça m'a fait « ah bah ouais ». Et le problème, c'est que ça fait ça à beaucoup de monde, et quand des médias résument la situation une femme inconsciente et ivre, on est dans la culpabilisation, et ils envoient le message à plein de monde. Donc la désaggravation, elle se poursuit aussi au sein, par exemple, de la police. Si vous voulez aller porter plainte, si une victime veut aller porter plainte, donc, par rapport à ce que j'ai lu, ça peut arriver qu'on lui réclame un certificat médical pour porter plainte. Sinon, elle ne peut pas porter plainte. Et ça, c'est faux. Il n'y a pas besoin de certificat médical pour porter plainte. Ou alors, on va lui expliquer que ce n'est pas le bon lieu de dépôt. Que c'est... Oui, il y a une correspondance, oui. Mais on vient de vous donner un plan. Donc, c'est plus loin. Voilà, c'est pas ici. Et de toute façon, sur 15 000 plaintes, il y en a 2 tiers. Il y en a 2 tiers qui sont classés sans suite. Alors pourquoi est-ce qu'une plainte est classée sans suite? C'est parce que c'est par manque de preuves. Et par exemple, donc là ça fait 2 tiers. Et par exemple, il y avait une victime qui est venue porter plainte, et elle a eu un réflexe hyper rare qui est que ses sous-vêtements souillés, elle a eu le réflexe de les mettre dans un sac plastique étanche. Voilà. Je ne vous explique pas à quel point ce réflexe est hyper rare, parce qu'en état de choc, le psychisme est sur mode automatique. Donc le psychisme, il ne veut plus entendre parler de ce qui s'est passé. Donc les sous-vêtements, il va les mettre à la poubelle, il va les mettre à la machine, il va les brûler. Mais pas les mettre dans un sac plastique pour garder la preuve, et parce que le jour même ou le lendemain, elle est venue au commissariat avec son sac plastique étanche, avec ses sous-vêtements dedans. Et voilà, et donc elle a eu le courage de le porter au commissariat. Et 1 an plus tard, ou un petit peu plus, on lui dit « non, désolé, parce que les scellés ont été mal faits ». Donc ça veut dire que la preuve pourrait être contaminée, donc elle n'est pas recevable. Et donc il n'y a plus de preuve. Et donc c'est classé sans suite. Et donc là on se dit qu'il y a au moins 5000 plaintes qui vont passer aux assises, c'est-à-dire là où on juge les crimes. Mais en fait, là encore une fois, il y a, selon le CFCV, c'est le collectif féministe contre le viol, il y a 60 à 80%
des plaintes pour viol qui passent en correctionnel, donc il en reste plus que 1500. Donc on voit que ça passe de 150 000 à 1500, ça fait 1%. Et pourquoi est-ce que beaucoup de plaintes, 2/3 des plaintes passent en correctionnel? En fait, ça s'explique. C'est que, et que même les explications sont soumises aux plaignants et aux plaignantes qui vont choisir eux-mêmes la correctionnelle. Alors oui, la correctionnelle, le problème, c'est pas là où on va juger les crimes, c'est là où on va juger les délits. Comme par exemple, quelqu'un qui ne paye pas la pension alimentaire. Et en fait, ça s'explique parce que les assises, c'est un processus qui est long. On est sous le regard des jurés, qui ne sont pas toujours bienveillants. Il peut y avoir des questionnaires de voisinage, des questionnaires psychologiques, qui peuvent être vécus comme autant d'agressions. Mais le problème, c'est que la peine n'est pas du tout la même en correctionnel. Comme on juge des délits, on passe de 15 ans à 1 an, ou 6 mois avec sursis. Et le gros problème, surtout, c'est que... ça, on peut le retrouver c'est Marie-Pierre Porchy dans Les Silences de la loi qui explique tout ça. C'est que l'élément clé du viol, qui définit le viol, c'est-à-dire la pénétration à caractère sexuel, il faut l'effacer. Parce que légalement, s'il y a le mot pénétration à caractère sexuel, ça doit être jugé aux assises. Et donc, pour que ça passe en correctionnel, il faut l'enlever. Donc ça veut dire que quelque chose qui s'est passé réellement, que le plaignant ou la plaignante est venu témoigner, ça a été mis sur ordinateur, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va devoir raturer ce mot-là. Ou sur ordinateur, il va devoir double-cliquer et effacer. Et donc ça veut dire qu'on est dans un déni institutionnel. Et alors par rapport à tout ça, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il n'y a que des salauds? Est-ce que les institutions sont défaillantes? Ce serait facile. Et d'autant plus que les personnes que j'ai rencontrées, c'était des personnes compétentes et qui voulaient bien faire. Donc là, à ce moment-là, quand on connaît tous les problèmes et qu'on parle aux professionnels, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est justement là qu'il y a quelque chose à penser. Et donc, il ne s'agira pas de chercher des coupables, d'accuser, mais de trouver, de comprendre quelque chose. Et en fait, l'hypothèse, elle est assez simple, c'est que si la gravité du viol, elle a tendance à disparaître, c'est pour la simple raison que la gravité du viol n'a pas été explicitée. La gravité du viol n'a pas été explicitée. Et allez dire ça à des professionnels, à des spécialistes. Moi, évidemment, je l'ai fait. Bonjour, on ignore la gravité du viol. Non. On la connaît, elle a été rédigée par des spécialistes, noir sur blanc, donc évidemment, elle est connue. Allez-y, expliquez-moi. Et c'est là que j'ai su qu'ils ne savaient pas. Ils ne savent pas. Bien sûr, ils ont des réponses, mais ce sont des réponses qui vont être floues. Il y aura un mélange entre ce qui se passe dans le cerveau, le psychisme, des éléments symboliques comme le néant de la mort. Et donc, ils ne savent pas. Alors, si, il y a une réponse qui ressemble à une réponse d'un élément de l'explicitation de la gravité du viol, c'est le syndrome traumatique. En fait, le syndrome traumatique, sa définition, c'est un trouble anxieux sévère qui fait suite à un épisode extrêmement stressant. En fait, le problème avec le syndrome traumatique, c'est que la plupart du temps, quand il nous arrive des trucs désagréables, le psychisme, il a la capacité de s'en débarrasser. Déjà, au bout de quelques minutes, de quelques heures, l'émotion s'en va. Le soir, on y repense, mais moins intensément. Le lendemain, c'est un peu effacé. Et puis la semaine suivante, on n'y pense plus. Entre deux, il y a d'autres trucs qui arrivent. Mais... voilà, le psychisme, il s'en débarrasse au fur et à mesure. Mais avec le traumatisme, non. Avec le traumatisme, il va suffire d'un bruit, d'un mot, d'une situation pour que la personne, non seulement y repense, mais elle va être replongée. Et replongée, c'est-à-dire que sa réalité, ça va plus être ce qu'il y a autour de lui ou d'elle, mais ça va être vraiment l'événement. Et il ou elle va le revivre comme pour la première fois. Et donc ça recommence. Et donc on peut se dire, à ce moment-là, dormir, ça va aller, on va se reposer. Mais non, parce que le syndrome traumatique, c'est aussi des cauchemars, et qui nous replongent comme si on était de nouveau. Donc ça veut dire que le traumatisme, c'est l'inverse de quand il nous arrive un truc désagréable, c'est-à-dire que ça s'en va dans le passé. Le traumatisme, ça met l'événement, ça le fait recommencer encore et encore. Donc ça le met dans le futur.
Et c'est ça qui est insupportable pour les victimes de traumatisme. Mais le problème, c'est qu'il manque un élément clé. Et cet élément clé, il est important parce que si cet élément clé n'est pas défini, ça veut dire qu'il ne peut pas être dans la loi. Alors comment est-ce que la loi, donc là c'est le moment de sortir la loi, comment est-ce que la loi française définit le viol ? Donc le viol, c'est tout acte de pénétration à caractère sexuel, c'est-à-dire, c'est pas que le coït. Un viol, ça peut être fait avec un doigt. De quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, c'est-à-dire que on peut faire ou forcer à ce qu'on nous fasse, par violence, contrainte, menace ou surprise. Donc dans la définition, la gravité, elle est où ? La gravité, elle est dans contrainte, violence, contrainte, menace ou surprise. Alors juste un petit point, c'est que contrainte, violence, menace ou surprise, c'est en fait la loi rassemble plusieurs cas parce que la loi ne peut pas se permettre de laisser passer une situation par manque de vocabulaire. Donc il vaut mieux rajouter des mots de vocabulaire plutôt que de laisser échapper une situation. Mais contrainte, violence, menace ou surprise, ça résume tout ce qui va à l'encontre de l'intention de la victime. Donc on peut résumer ça par contrainte. Pas par violence, parce que violence c'est plus, et j'en parlerai un petit peu après. Et que donc, dans la loi, la gravité du viol serait dans la contrainte. Or, le problème, c'est que la gravité ne dépend pas de la contrainte. Ce n'est pas la contrainte qui fabrique la gravité. Et c'est ça le scoop. Et pour comprendre ça, il faut comprendre ce que c'est que la gravité. Et la gravité, c'est ce qui distingue un objet inerte d'un être vivant organisé. Par exemple, si je casse le tableau, si on revient quelques heures plus tard, il ne se sera pas réparé tout seul. Et si on revient le lendemain, il ne sera toujours pas réparé tout seul. Et un mois après non plus, il ne sera pas réparé tout seul. Mais par contre, si un être humain il se coupe, déjà quelques minutes plus tard, le sang aura arrêté de couler. Ensuite, il y aura une croûte, et une semaine après, on ne la verra même plus, cette cicatrice. Et c'est ça en fait qui distingue un être organisé d'un objet inerte, c'est sa capacité à s'auto-réparer. C'est-à-dire qu'un être vivant a une organisation. Et là on va dire, mais c'est pas le cas de toutes les blessures. Il y a des blessures qui ne se soignent pas, qui sont... et que justement, c'est là qu'on va parler de gravité. C'est lorsque l'organisation a été atteinte. C'est-à-dire que un être organisé, il a la capacité de s'auto-réparer, mais quand cette organisation est atteinte, il ne peut pas s'auto-réparer. Donc la gravité, c'est un stade. C'est comme ça qu'on peut définir la gravité. La gravité, c'est ce qui modifie une organisation, ce qui abîme un organe vital. Et par exemple, si une blessure c'est anodin, mais si elle vire en septicémie, c'est grave puisque c'est le sang qui est atteint. C'est le sang qui est infecté. Et le sang, c'est un organe vital. Et ça permet de dire quel est l'élément clé qui manque au syndrome traumatique. Parce que le syndrome traumatique, ce sont des symptômes. Vouloir dire que la gravité du viol, c'est le syndrome traumatique, c'est un peu comme si on voulait dire que la gravité du sida, ce sont des taches brunes, c'est la difficulté à coaguler ou le fait qu'on puisse mourir avec des maladies bénignes. Mais la gravité du sida, c'est pas ça. Enfin, si, ça en fait partie. Mais si on veut la circonscrire, on l'a circonscrite à partir du moment où on a parlé des rétrovirus. Parce que les rétrovirus, ils portent atteinte au système immunitaire. Et le système immunitaire, on a un organe vital. Donc ça veut dire que ce qui manque, c'est un organe vital. Et pour revenir à la loi, pourquoi est-ce que la gravité ne peut pas dépendre de la contrainte ? C'est parce que s'il y a quelque chose qui est modifié dans une organisation, que ce soit vous qui le fassiez ou quelqu'un d'autre, ça ne change rien. Voilà, c'est pour ça que ça ne peut pas dépendre de la contrainte. Et si vous voulez, pour schématiser, la différence entre un acte anodin, donc ça c'est un acte anodin, c'est un acte plat, qui n'a pas de conséquences, et ça c'est un acte avec de la gravité. Donc il y a des conséquences sur l'organisme.
Et dans les deux cas, on a la contrainte, violence, menace ou surprise, contrainte, violence, menace ou surprise. Et que par exemple, si vous aviez un billet de 20 euros, que vous n'en avez plus, bah, peut-être vous l'avez donné, donc vous étiez consentant. Et là, ça va. Et peut-être qu'on vous l'a volé, donc vous n'étiez pas consentant ou consentante. Et la seule différence entre un vol et un don, c'est la contrainte. Il n'y en a pas d'autre. Et par contre, si par exemple, on vous vole un rein, c'est un organe vital. Et donc non seulement ça a été contre votre volonté, mais il y a des conséquences sur votre santé, vous pouvez même mourir. Et par contre aussi, un rein, on peut vouloir le donner dans un don d'organe. Et ça peut être consenti. Mais il y a toujours des conséquences sur l'organisme. C'est-à-dire que si quelqu'un veut donner un rein, mais il n'a pas la santé nécessaire ou il n'est pas compatible, il ne pourra pas. Donc le consentement ne suffit pas. Ou par exemple, qu'est-ce qui fait la gravité du meurtre? C'est pas que la personne n'était pas consentante, c'est parce qu'elle est morte. Et quand bien même le meurtre a été consenti avec le suicide, eh ben c'est pas ça qui va mettre fin à la gravité. On va pas se dire bah c'est bon, il était consentant, c'est rien. Et donc si on revient à la définition du viol, si le viol n'est défini que par la contrainte, ça veut dire qu'on est là, dans un acte anodin, un acte qui n'a pas de gravité. Donc tout de suite on va se dire mais non, parce que le viol c'est les deux. C'est la contrainte qui fait la gravité. Mais alors si c'est la contrainte qui fait la gravité, ça veut dire qu'on est devant un phénomène unique où en fait on aurait d'un côté la contrainte, violence, menace ou surprise, et qui fait que si c'est consenti, c'est anodin, et si c'est contraint, il y a de la gravité. Et qu'en fait, le viol serait le seul acte où la contrainte va créer de la gravité. Et puis le problème, c'est que si la gravité dépend de la contrainte, et c'est le problème, c'est ce qui se passe dans les procès, c'est que si la gravité dépend de la contrainte, la gravité ne va pas disparaître quand on aura prouvé qu'il n'y a pas de contrainte. Mais la gravité, elle va disparaître quand il y aura un flou, quand il y aura un doute, et plus de gravité. Parce que le viol, on sait que c'est grave. La gravité du viol, elle est évidente. Et donc si ça dépend que de la contrainte, il faut que la contrainte soit évidente. Or, c'est hyper rare que la contrainte soit évidente. Et d'ailleurs, par rapport à ça, les seules plaintes, la plupart des plaintes qui passent aux assises, c'est lorsqu'il y a séquestration ou port d'armes. C'est-à-dire lorsque la contrainte est palpable. Imaginez des procès pour meurtre où on va s'intéresser non pas à la preuve du meurtre, mais au consentement possible de la victime. Et on va dire oui, mais elle était suicidaire, elle prenait des antidépressifs, elle a déjà fait des tentatives, donc peut-être qu'elle voulait. Et en fait, c'est vraiment pas ça. Mais alors on va dire non, c'est pas possible. Un meurtre, ça ne peut pas dépendre d'un oui ou d'un non. Et c'est précisément ce qui manque. Parce que dans le meurtre, on sait qu'il y a de la gravité. Et que la contrainte et la gravité, c'est pas la même chose. Et c'est précisément ce qui manque dans les procès pour viol, où la contrainte et la gravité sont confondues. Donc ce qu'il faut, c'est un arrière-plan de gravité. Donc il faut trouver l'organe vital. Mais le problème, pour trouver un organe vital, l'organe vital qui est concerné par le viol, c'est que le psychisme, c'est abstrait. Et si c'est abstrait, l'organe vital, il se trouve où? Et par rapport à ça, c'est Descartes, philosophe du XVIe, qui a lui fait la différence qui a défini la différence entre le corps et l'esprit. Le corps, en fait, c'est ce qui fait partie de l'étendue, c'est-à-dire ce qui a une largeur, une longueur, une profondeur, ce qui est mesurable. Et l'esprit, c'est ce qui n'est pas étendu, ce qui n'est pas mesurable. Et donc, ce qui n'est pas mesurable, où est-ce qu'il pourrait y avoir un organe vital? Et tant qu'on est dans Descartes, c'est aussi celui qui a cherché le lien entre le corps et l'esprit. Et c'est ça la complexité pour trouver l'organe vital du viol, qui est atteint par le viol,
c'est que le viol, en fait, c'est... la question, c'est pourquoi est-ce qu'une personne qui entre dans un corps met le chaos dans l'esprit. En fait, le viol pose la question du lien entre le corps et l'esprit. Et donc, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour trouver l'organe vital qui est atteint par le viol? En fait, il y a déjà eu un précédent avec la médecine moderne. C'est-à-dire qu'avant la médecine moderne, il y avait de la médecine, il y avait des maladies, et les gens ils savaient plus ou moins le guérir, mais ça se présentait, si vous voulez, comme un livre de recettes. Alors que la médecine moderne a voulu se présenter comme un système qui comprenait, son ambition était de comprendre le corps humain, et donc ainsi de pouvoir le guérir. Mais pour comprendre comment fonctionne le corps humain, il ne suffit pas de l'ouvrir et de regarder ce qu'il y a dedans, parce que si vous avez déjà ouvert un corps humain, c'est le bordel. Et on ne peut pas juste dire, ça c'est les poumons, ça c'est le pancréas, ouais, ça le foie. Okay. Non, il a fallu comprendre à quoi chaque élément servait. En fait, c'est vraiment, et c'est à ça que correspond un organe, c'est sa fonction. Par exemple, les poumons, on peut comprendre les poumons, il faut comprendre que les poumons soient un organe vital, il faut deux éléments. Il faut d'abord un besoin vital. Un besoin vital pour les poumons, c'est l'oxygène. Mais il faut aussi un obstacle. C'est-à-dire que pour l'oxygène, le problème, c'est qu'il n'est pas au bon endroit. Et il faut l'acheminer de l'extérieur vers l'intérieur, vers les cellules. Donc la fonction de l'organe des poumons, l'organe pulmonaire, c'est d'acheminer l'oxygène. Donc c'est ça qu'il va falloir trouver pour expliciter l'organe vital qui est atteint par le viol. Et donc je vais rien inventer en fait. Tout ça vous le connaissez, mais c'est simplement ce qu'il faut essayer de montrer, c'est comment est-ce qu'ils sont structurés. En quoi est-ce que c'est une mécanique psychique. Et ça c'est un souci parce que au niveau du psychisme, une mécanique, quelque chose de mécanique, c'est pas une structure, c'est pas si évident. Parce que déjà un besoin vital pour le psychisme, c'est pas l'oxygène, c'est pas l'eau, c'est pas les nutriments, ça c'est pour le cerveau. Le psychisme c'est autre chose. Donc on peut se dire que le psychisme n'a pas vraiment de besoins vitaux. Mais en fait, il y a des personnes qui sont en bonne santé, qui ont tous les besoins physiques nécessaires et qui n'arrivent même pas à sortir de leur lit. Et en fait, je parle des personnes dépressives. Et les personnes dépressives, en fait, la dépression c'est quoi? C'est le psychisme qui est en panne. Parce que le psychisme il a un besoin vital et que les personnes dépressives sont plus satisfaites par ce besoin vital. Ce besoin vital n'est pas satisfait. Et en fait, ce besoin vital, vous le connaissez, on parle d'estime de soi, de fierté, de dignité, et en fait, la seule différence, c'est que il s'agit de prétendre que le fait de fabriquer de la valeur, c'est vital. Et pourquoi c'est vital? Parce que d'une part, quand on n'a pas assez de valeur, quand on n'arrive plus à fabriquer de la valeur, ça s'appelle la dépression ou le burn-out. Et l'autre raison, c'est qu'en fait, tout le monde fabrique de la valeur. Tous les êtres humains, ça c'est vraiment le point commun à tout être humain, c'est qu'on ne fait que ça, on fabrique de la valeur. Quand on fait carrière, quand on cherche à plaire, quand on cherche à être reconnu, quand on veut faire de l'argent, quand on veut gagner de l'argent, gagner au sport, gagner aux courses, gagner au jeu, ou même les enfants. Comment comprendre qu'un enfant qui joue à la dinette, un truc avec des trucs en plastique, et souvent quand on essaye de jouer, on trouve ça insipide, pourquoi est-ce qu'il ou elle il prend tellement de plaisir? Et c'est tout ça, pour la simple et bonne raison qu'il joue à être grand. En fait, si vous voulez, à chaque fois pour comprendre le jeu d'un enfant, il faut comprendre à quel grand il joue. Parce que pour l'enfant, le grand, c'est celui qui sait, celui qui a de la force, celui qui interdit, celui qui autorise, celui qui fait plein de choses, et donc c'est génial d'être grand. Et donc ça, c'est pour le besoin vital qui serait de fabriquer de la valeur. Donc, et c'est vrai que quand on regarde comment la société, elle traite l'individu, on sent qu'elle ne sait pas que c'est un besoin vital. Et donc, par rapport à ça, il n'y aurait pas de problème. Chacun a sa manière de fabriquer de la valeur. Et le problème, c'est qu'il y a deux façons de fabriquer de la valeur. La première, c'est le tissage. Le tissage, ça va être
le mode de l'amitié, ou de l'amour. C'est-à-dire qu'on va passer du temps ensemble, on va rire ensemble, on va manger ensemble, je sais pas, on va faire des trucs ensemble, on va faire des courses ensemble. Et tout ça, ça fabrique un tissage qui fait que on est bien ensemble. Voilà. Et ça qu'il y a de bien avec un ami, c'est que c'est une personne que j'estime et qui m'estime. Donc rien qu'en sa présence, je me sens bien. Donc ça, c'est le tissage. Et le souci c'est qu'il y a un autre, non pas une autre façon de fabriquer de la valeur, mais l'illusion de fabriquer de la valeur. C'est que si vous voulez, on a tous de la valeur. Voilà. On est à égalité. Et à égalité, non pas parce qu'on a autant d'argent ou quoi que ce soit, mais parce qu'on a de la valeur de toute façon. C'est comme ça. Mais le souci, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent insulter quelqu'un d'autre, qui peuvent l'humilier, qui peuvent le harceler, qui peuvent le rabaisser. Et donc, il ou elle va faire croire qu'on est là. Et je le mets sur un pointillé parce que c'est faux. Voilà. On n'est pas là, on est là. Quelle que soit la façon dont on nous traite ou qu'on nous maltraite. Et que la gravité, c'est justement quand la personne va croire qu'elle est là. Et ça, en fait, ça correspond à la violence. Et ça, c'est l'obstacle. L'obstacle par rapport au système psychique, c'est que l'essence de la violence consiste à dévaloriser, donc à supprimer notre valeur. C'est pour ça que la violence, c'est très embêtant. Mais le problème, encore une fois, avec la violence, c'est que on l'utilise de manière excessive. C'est-à-dire que la violence, on va en parler pour quelque chose de désagréable, comme une sonnerie de téléphone ou une lumière un peu trop forte, ou alors des phénomènes météorologiques. Donc oui, un tsunami, c'est destructeur. Enfin, souvent, à la météo, on entend orage violent, vent violent, mais tout ça, c'est pas de la violence. Parce qu'au plus on comprend, par exemple, un cyclone, au plus on pourra s'en protéger, au plus on pourra anticiper. Et en fait, la violence, c'est exactement l'inverse. La violence, elle commence au moment même où vous comprenez l'intention de l'agresseur. Par exemple, Malala, la jeune pakistanaise à qui on a jeté de l'acide au visage parce qu'elle voulait aller à l'école, la violence, elle a commencé non pas avec la douleur sur son visage, mais quand elle a compris qu'il y a un homme qui ne veut pas qu'elle aille à l'école. Et que si elle essaye encore d'aller à l'école, c'est ce qu'elle risquera. Et les autres femmes autour. Une femme qui veut s'habiller en jupe ou en robe, elle va comprendre la violence, elle va comprendre la violence à partir du moment où elle comprendra qu'il y a des hommes qui ne veulent pas qu'elle s'habille en jupe ou en robe, ou en tenue moulante. Sinon, elles vont être insultées, elles vont être rabaissées, on va les draguer agressivement ou des choses comme ça. Voilà. Et donc la violence, en fait, c'est du savoir. Le but d'un agresseur, c'est de nous faire comprendre qu'on n'a pas de la valeur. Et qu'à partir du moment où on comprend que la violence, c'est du savoir, ça pose un souci quand ce savoir, il est sociétal. C'est-à-dire lorsqu'il y a un discours ambiant qui dit que tel groupe n'a pas de valeur. Si en Europe, il y a eu un génocide juif, c'est d'abord parce que les juifs ont été associés à des rats ou à des poux. C'est très compliqué de tuer un humain. C'est très compliqué de lui faire du mal. On a de la culpabilité, on a des scrupules, mais des rats ou des poux, c'est très facile. Et quand on voit Et en fait, par rapport à ça, si on va dans une société ségrégationniste où il y a un discours contre les Noirs, où on dit que les Noirs ils sont inférieurs, que c'est ceci, c'est cela, vous pouvez être certain qu'il y aura de la maltraitance contre les Noirs. C'est certain. Puisque la violence, elle est déjà là quand il y a de la dévalorisation. Et donc, on peut se poser la question, dans une société où on insulte les femmes, où il y a de la drague agressive, où même des politiciens tiennent des propos machistes, quand on voit des publicités sexistes, c'est-à-dire qui associent les femmes à des objets sexistes, donc, puis en plus, la pub, c'est quelque chose d'important parce que ça veut dire que c'est légal. Ils ont le droit de diffuser ce message. Donc quand il y a tout ce discours dévalorisant par rapport aux femmes, on peut se poser la question, quel est le sort des femmes ? On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'en France, il y a 225 000 cas de violence conjugale ? Et donc ça ne va pas être tout le monde, mais il y a certaines personnes qui vont se dire, bah oui, elles sont inférieures, donc j'ai le droit de les traiter comme je veux les traiter.
Donc voilà, on a les deux éléments pour trouver l'organe vital, c'est le besoin vital qui est d'avoir de la valeur, et l'obstacle qui est la violence, qui dévalorise. Donc ça devrait générer un organe vital. Et pourquoi ça devrait ? Parce que si ça ne génère pas d'organe vital, on devrait vivre dans la loi du plus fort, où il n'y aurait que des maîtres et des esclaves. Et pourtant, on voit qu'il y a régulièrement des révoltes. En 1789, en 1989 en Europe de l'Est, en 2008 avec le printemps arabe, ou alors d'autres luttes, comme la lutte contre la ségrégation, et qui ne sont pas des luttes secondaires parce que, comment dire, il ne peut pas y avoir d'égalité tant que cette égalité ne concerne pas tout le monde. Si une égalité ne concerne qu'un groupe de personnes, ça s'appelle un privilège. Et donc en ce sens-là, les luttes pour le droit à l'IVG, pour le droit à la contraception, le droit de vote, le droit d'avoir un compte en banque, tout ça, ce sont des luttes vraiment pour l'égalité, pour que cette égalité, elle soit achevée. Et donc, malgré la violence, il y a quelque chose en nous qui résiste. Et ça, c'est aussi quelque chose d'universel chez tous les êtres humains. La question, c'est comment est-ce que ce truc qui résiste, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que c'est possible par rapport à la violence qui est très souvent là. C'est quoi ce truc qui dépasse la violence ? Parce que la violence, elle dit « tu es là ». Mais cet organe vital, il dit « non, c'est faux, je suis là ». Et pour comprendre comment ça fonctionne, c'est là que c'est important de savoir que la violence, c'est du savoir. Parce que ce savoir, chez l'agresseur, il se formule toujours sous forme de loi hiérarchique. C'est-à-dire que le savoir qu'essaye d'imposer à la victime un agresseur, c'est qu'il est là et que la victime, elle est là. Par exemple, l'homme qui achetait de l'acide au visage de Malala, c'est pas un fou, c'est pas un méchant, c'est quelqu'un qui veut faire respecter l'ordre des choses. Quelqu'un pour qui les femmes ne sont pas juste différentes, elles sont inférieures, et que leur rôle c'est de rester à la maison. Et que qu'est-ce qu'elles veulent si elles veulent aller à l'école ? Elles veulent tout changer. Et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire respecter cet ordre des choses. Et donc il va lui donner une correction, il va la sanctionner. Tout comme si on dépasse la vitesse autorisée, on a une amende, lui, il lui donne une sanction. Ou comme des hommes qui savent comment les femmes doivent s'habiller, celles qui ne s'habillent pas comme eux, ils veulent qu'elles s'habillent, ils vont les sanctionner. Ils vont les insulter, ils vont être agressifs envers elles, mais parce qu'elles ne respectent pas cet ordre des choses. Elles ne comprennent pas qu'elles ont moins de droits que les hommes. Qu'elles n'ont pas le droit de s'habiller comme elles veulent. Et c'est pour ça que les personnes qui vivent dans cette loi hiérarchique, où en fait leur identité dépend de l'infériorité d'un autre groupe, ils sont très très sérieux. Parce que eux, s'il n'y a pas un groupe inférieur, leur identité, elle tombe. Donc ils vont faire respecter cet ordre des choses à tout prix. Et donc si le contenu de la violence, c'est une loi hiérarchique, l'organe vital qui va contrer la violence, qui va dire non, ça c'est faux, c'est une autre loi. Et ces lois, encore une fois, on les connaît. Ce sont les règles culturelles qui vont... les règles culturelles, en fait, c'est tout ce qui codifie nos manières de manger, nos manières de se saluer, nos manières de chanter, nos manières de nous dire bonjour, et aussi nos manières de venir au monde, ou de quitter ce monde, ou de se marier. Et en fait, quand on vit dans ces codes, on ne fait pas que suivre des codes, on est relié à tous ceux qui respectent les mêmes codes. Donc on est relié à une communauté et on bénéficie de cette identité. Et donc en fait, ces règles culturelles, elles vont relier. Elles font du lien. Et c'est ce lien qui va me donner de la valeur. Et en fait, ce qui fait que l'organe vital, c'est de la frontière. Parce que ces règles culturelles, elles vont délimiter un territoire et qui vont générer une frontière. Et parce que c'est ça l'organe vital, c'est que le psychisme, il fabrique de la frontière. Et ça fonctionne toujours de cette façon, c'est qu'il y a des lois, des règles, qui vont relier des individus entre eux et ça va créer une frontière. Alors, ça peut poser des problèmes, mais c'est pas le sujet. Voilà. Je suis pas là pour le défendre, mais... Et ça fonctionne aussi, par exemple, pour le chez-soi. Le chez-soi, le foyer, c'est aussi une frontière
psychique. Et en fait, là, on comprend bien que le chez-soi, c'est une frontière psychique qui fonctionne par rapport à la violence. Donc ça, c'est la frontière. Parce que le chez-soi, c'est vraiment l'endroit où on ne va pas tolérer la violence. Il peut y avoir des gens qui s'insultent là-bas, il y a eu des bagarres là-bas, mais pas chez moi. Chez soi, c'est là où on ne va pas tolérer la violence. Et comment est-ce qu'on actualise le fait qu'on soit chez soi? C'est avec simplement des règles en disant non, tu fumes pas parce que tu es chez moi. Si, tu peux fumer, tu es chez moi. Chez moi, on mange à 8 heures ensemble. Voilà. Et ce qui nous mène à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'organe vital qui est touché par le viol, qui est la frontière corporelle. Et que ça pourrait permettre d'expliciter la gravité du viol, puisque la frontière corporelle, ce serait l'organe vital qui est attaqué par le viol. Donc le viol serait l'effraction de la frontière corporelle. Mais s'il y a une frontière corporelle, ça pose deux soucis. Alors, là je vais essayer de la dessiner. J'ai pas encore d'autres manières de le représenter, mais bon, ça, ce serait un peu la frontière corporelle. Là, il y aurait une loi verticale qui créerait cette frontière corporelle. Pardon. Et les deux posent question. Parce que déjà, au niveau de la loi psychique, parce que s'il y a une règle psychique qui concerne le corps, c'est compliqué, parce que le corps a plein de règles physiques. Le sang qui circule, les poils qui poussent, enfin que sais-je. Mais comment est-ce qu'il pourrait y avoir une règle psychique qui concerne le corps? En fait, cette règle psychique, on la connaît, c'est les règles du pur et de l'impur. Et que le pur et l'impur, le propre et le sale, l'élément qui est au cœur, qui est au centre de ces lois, c'est le corps. Parce qu'en fait, tout ce qui entre dans le corps doit être propre, pur, et tout ce qui en sort est excrémentiel. Par exemple, un cheveu, tant que c'est sur la tête, c'est joli, c'est doux, mais dès que ça s'en va du corps, et que ça se trouve dans la soupe, ben, c'est sale. Et ça, c'est Mary Douglas qui, dans l'ouvrage De la souillure, qui en parle et qui essaye d'expliquer que le pur et l'impur, c'est pas que des archaïsmes, c'est pas que du religieux, ou c'est pas non plus que de l'hygiène, mais ça fait partie de notre quotidien et de notre identité. Et l'autre problème, c'est au niveau de la frontière. Parce qu'une frontière, c'est toujours une construction. Pourquoi c'est une construction? Parce qu'il y a une période pendant laquelle on construit cette frontière corporelle, c'est l'enfance. Et en fait, ça va être des moments où un enfant il va dire « Ah non, je m'habille tout seul. Non, je veux me laver tout seul. » En fait, le rôle des parents et même leur définition, c'est d'aider les enfants à construire cette frontière corporelle, à leur laisser cet espace. Et ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Et donc, si la frontière, c'est une construction, ça ne peut pas être la peau. La peau, elle est naturelle. Et par contre, ça peut être les habits, qui ne sont pas simplement les vêtements, mais qui peuvent être la coiffure, qui peuvent être les tatouages, les piercings, le maquillage, les bijoux, et qui en fait sont autant qui vont caractériser notre identité d'âge, de sexe et de niveau social. Et qu'en fait, de porter un certain type d'habits, ça nous relie aux autres personnes du même âge, du même sexe et du même niveau social. Donc voilà, le but c'était d'expliciter la gravité du viol afin de mettre fin à la désaggravation et que l'organe vital ce serait la frontière corporelle. En fait, pour donner une idée du traumatisme du viol, c'est imaginez que vous êtes chez vous et que quelqu'un vient quand il veut, autant de temps qu'il veut et qu'il fait ce qu'il veut. Parce que vous aurez encore un chez vous. Donc le problème c'est que le corps c'est le socle de l'identité. Et que le problème aussi avec le corps, c'est qu'on ne peut pas déménager de son corps. Donc par rapport à ça, je vais poursuivre un peu le témoignage de la personne qui a été victime de viol. Mon indépendance, ma joie de vivre, la douceur et la stabilité, qui m'habitaient jusqu'alors, ont été complètement détruits. Je suis devenu asocial, colérique.
Je me déprécie tout le temps. Je suis épuisé, irritable, vide. Cette sensation d'isolement est devenue insupportable. Tu ne peux pas me rendre la vie que j'avais avant cette nuit, alors que tu t'inquiètes au sujet de ta réputation. Ma vie se résume à mettre chaque soir des cuillères dans le frigo pour que, à mon réveil, quand mes yeux sont gonflés à force d'avoir pleuré, je puisse les mettre pour les dégonfler et tout simplement voir. Je ne peux plus dormir sans lumière allumée, comme quand j'avais 5 ans, car je fais des cauchemars dans lesquels on me touche et je ne peux pas me réveiller. Pendant 3 mois, je me suis couché à 6 heures du matin, lorsque le soleil se levait et que je me sentais suffisamment en sécurité pour m'endormir. J'ai peur de me promener le soir, d'aller à des soirées, de boire avec mes amis alors que je ne devrais pas me sentir en danger en leur présence. Et en fait, le problème, c'est que ce genre de témoignage, ce ne sera pas le dernier. Ça fait 15 ans que je fais des recherches sur le viol, et j'ai déjà lu des témoignages similaires, et je sais que ce ne sera pas le dernier. Et que même cette histoire de frontières corporelles, j'ai peur que ça ne suffira pas à mettre fin à la désaggravation. Enfin bon, de toute façon, c'est pas moi qui connais toutes les solutions. Et parce que le problème, c'est que pour l'instant, l'effraction de la frontière corporelle, elle est que là. Et que c'est toujours que du côté de la contrainte. Et qu'il y a un endroit qui est mystérieux, qui est secret, qui est une sorte d'angle mort, et que le problème, c'est que c'est là que se trouve la machine à fabriquer du viol. Et qu'en fait, ce serait la gravité sexuelle. Parce que si la gravité et la contrainte, c'est pas la même chose. Si le viol contient de la gravité, alors les relations sexuelles aussi devraient contenir de la gravité. Et ça, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que s'il y a de la gravité sexuelle, ça change fondamentalement le rapport entre le masculin et le féminin. Ça va poser des problèmes. Mais justement, si on regarde du point de vue féminin, il y en a des problèmes entre le masculin et le féminin. Mais l'autre raison pour laquelle c'est juste pas possible, c'est que le sexe, on le fait. Donc s'il y avait de la gravité, ça se saurait. On devrait être au courant. En fait, non. Personne n'est au courant. Sauf moi. Et simplement, malgré l'évidence, je veux dire, le sexe, c'est évident. Et donc, si le sexe était si évident, on pourrait facilement le définir. Et là, ça pose un souci quand on essaye de le définir. Donc, j'ai cherché une définition. Et donc, les rapports sexuels sont définis comme des relations entre au moins 2 partenaires sexuels consentants, au moins 2 partenaires, visant à développer des sensations de plaisir sexuel, physique et émotionnel. Donc la notion centrale de cette définition, c'est le plaisir. Et c'est là qu'est le problème. C'est que s'il n'y avait que du plaisir, il y a des trucs qui se trouvent dans le sexe qui ne devraient pas y être. Par exemple, les normes. Par rapport au sexe, il y a une posologie. C'est-à-dire que, par exemple, la glace au chocolat, ça rapporte du plaisir. Mais si moi, j'en mange pas, on ne va pas m'embêter, on ne va pas m'enquiquiner à manger une glace au chocolat. Mais le sexe, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que si on ne pratique pas le sexe suffisamment, on est coincé. Et en fait, il y a 1% de la population qui est asexuelle. Le sexe, ça ne les intéresse pas. Mais ils évitent de le dire, parce que sinon, ils doivent s'expliquer. Et donc le sexe, si on ne fait pas assez, on est coincé, et si on le fait trop, on est obsédé. Et les organes génitaux, c'est pareil. C'est-à-dire, eux, ils subissent même un calibrage. C'est-à-dire que le pénis, il doit être en érection quand il faut. Suffisamment de temps. Et c'est pas pour rien que le Viagra, ça fait tellement de recettes. L'éjaculation ne doit pas être trop précoce. Et si elle n'arrive pas suffisamment, si elle met du temps à venir, ça s'appelle une éjaculation retardée. Et le vagin, c'est pareil. Le vagin ne doit pas être trop étroit, il ne doit pas être trop large, et puis il faut mouiller suffisamment. Et donc, si dans le sexe, il n'y avait que du plaisir, pourquoi tant de normes? Pourquoi tant de règles? C'est-à-dire que le sexe, ça se fait ni n'importe où,
ni n'importe quand, ni avec n'importe qui, ni n'importe comment. Et ça, en fait, ces règles-là, je ne les ai pas trouvées dans un manuel de sexologie, je les ai trouvées dans un ouvrage de Marcel Mauss, c'est un anthropologue français, sur le cannibalisme. Et parce qu'en fait, les cannibales, c'est pas des fous, c'est pas des sauvages complètement décérébrés. Ils sont tout à fait conscients que manger un être humain, c'est dangereux. Et donc, il faut faire ça dans les règles, il faut des conditions. Et donc, simplement, si faire entrer un humain dans son corps, c'est dangereux, peut-être que entrer dans un autre humain, il peut y avoir des dangers. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, parce que le sexe, c'est du plaisir, et qui aurait le moindre doute ne peut pas en avoir, parce que le sexe, c'est pas que bien, ça doit être bien. C'est-à-dire que par rapport au sexe, et c'est ça qui est bizarre, c'est que du plaisir, pourquoi il y a cette injonction au plaisir? Regardez les magazines. Les magazines, ça parle de jouir, faire jouir, atteindre l'orgasme. Autrement dit, le sexe, c'est bien, et que si quelqu'un a des soucis, c'est que ça vient de lui ou d'elle, et donc il va falloir performer, il va falloir se renseigner, il va falloir trouver les bonnes méthodes pour faire un truc qui est censé être bien. Voilà. Et en fait, celle qui a fait un ouvrage là-dessus, c'est Sabine Procoris, ça s'appelle Le sexe prescrit, et qui parle de cette injonction qui est un peu partout. Et en fait, j'étais en train de lire ce bouquin, et je me suis retrouvé avec des amis hommes, et on parlait de sexe. Et comme je lisais ce bouquin, j'ai quand même voulu tenter un truc, une discussion, puis j'ai dit, mais vous savez, c'est pas si facile, des fois on peut avoir des problèmes. Et là, à ce moment, au moment même, j'ai plus affaire à des amis, mais 4 spécialistes doctorants en sexualité. Ils m'ont expliqué des trucs. Et moi, tu comprends, avec ma copine, mais nous, on atteint l'orgasme tous les deux, et au plus on s'entraîne, au plus l'orgasme devient synchronisé. C'est ça qui est fantastique, et c'est ce qui est beau. Et moi, avec ma copine, c'est pareil, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, et au plus on le fait, au mieux c'est, tu vois, au plus on atteint des orgasmes fantastiques, et c'est formidable. Et donc tu comprends, avec ta partenaire, faut essayer faut avoir l'intuition, il faut mettre l'ambiance, il faut un peu la guider. Peut-être que c'est une question de taille, peut-être que la tienne elle n'est pas assez grosse. Parce que moi la mienne elle est grosse, hein, donc c'est pour ça que ça marche. Ah oui, j'ai oublié, moi aussi la mienne elle est de bonne taille. Ah oui, moi aussi, la mienne elle est bien. Voilà. Merci beaucoup. J'ai bien avancé là. Ça m'a bien fait réfléchir. Voilà. Le problème ne peut pas être dans le sexe. S'il y a un problème dans le sexe, ça peut être que moi, ça peut être que vous. Et par rapport à ça, il y a Lacan. Et Lacan, c'est quand même quelqu'un qui avait reçu pas mal de patients et de patientes et qui leur parlait un peu de leur sexualité. Et Lacan, il disait, le sexe, c'est là où ça rate. C'est là où il y a quelque chose qui cloche. Mais en même temps, il n'existe pas de lieu où on puisse en parler. Et donc ça fait qu'à la fin... excusez-moi. Ouais. Et en même temps, il n'y a pas de lieu où en parler. Donc par rapport aux problèmes qu'on pourrait rencontrer, et comme on ne peut pas en parler, parce que sinon il faut qu'on aille consulter, on donne le change. On se vante. Ou alors on fait comme si de rien n'était. Et donc ça veut dire que le sexe, s'il y avait de la gravité, ça se saurait. Mais s'il n'y avait que du plaisir, ça se saurait aussi. Et en fait, l'hypothèse, ce serait que dans le sexe, il y a quelque chose qui ne devrait pas y être. Et que ce truc qui ne devrait pas y être, il ne faut pas que ça se sache. Et que ce truc qui ne devrait pas y être, c'est la gravité de la pénétration corporelle. Parce qu'on a une frontière corporelle qui est vitale. Alors, le sexe et la pénétration corporelle, c'est pas la même chose. Mais disons que c'est la pénétration corporelle, comme ça contient de la gravité, c'est ce qui rend le tout étrange. En fait, si vous voulez, si on se reproduisait comme des poissons, il y en a un qui mettrait ses œufs, il y en a un autre qui mettrait sa semence, et puis on couvrirait, dans un truc chauffant sans doute. Et puis à la fin, au maximum, on se serrerait la main. Il n'y aurait pas autant d'obsessions, il n'y aurait pas autant de fantasmes. Du porn, ça n'existerait pas. Parce que si on regarde toutes les catégories du porn, il y a un seul et même truc qui revient, c'est la pénétration. Voilà. Du porn, c'est la pénétration. Et c'est ça qui distingue l'érotisme de la pornographie, c'est la pénétration.
Et qu'en fait, c'est comme ça qu'on pourrait définir le sexe. Le sexe, ce serait la transgression de la pénétration corporelle. Et qu'en fait, c'est pour ça que le sexe est intense. Et que oui, il y a du plaisir dans le sexe et que c'est plus intense qu'une glace au chocolat ou qu'une bonne émission à la télévision parce qu'on fait un truc qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et c'est pour ça que le sexe, il y a un truc d'un peu fou, c'est parce que c'est le temps de la fête. Et que l'essence de la fête, c'est la transgression. Pour qu'il y ait fête, il faut trop manger. Ou alors c'est le moment où on va trop boire, où on va passer nuit blanche. Voilà. Et qui disent on peut faire la fête sans tout ça. Non, on passe un bon moment sans tout ça. Pour qu'il y ait la fête, il faut des excès. Et donc il y a le sexe, ce serait la transgression de la pénétration corporelle, mais cette transgression, elle est maquillée. Elle est maquillée par le processus de falsification. Et parce que le sexe, c'est aussi le temps du jeu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les partenaires sexuels, des fois, ils se déguisent. Ou alors, il y a des scénarios sexuels. Ou alors, il y a un truc qui peut être surprenant, c'est les insultes, ou une fessée. Mais comment dire, une insulte ou des fessées, c'est juste un jeu de rôle. Et parce qu'en fait, le sexe, c'est le temps du jeu. Et le temps du jeu, c'est quand on fait des choses pour de faux. D'ailleurs, les préliminaires, avant, ça ne s'appelait pas préliminaire. C'était les préludes, qui précèdent le ludique. Et le fait que le sexe soit pour de faux, ça modifie totalement le statut de la contrainte. Puisque là, la contrainte, c'est pas ce qui va déclencher la gravité, mais c'est simplement le consentement qui maquille la gravité de la pénétration corporelle. Et quand il y a contrainte, il n'y a plus ce consentement. Et donc, c'est là que la gravité apparaît. Mais elle est quand même là. Mais on ne la voit pas. Et donc, ça fait que c'est pratique, parce que le gars, il dit, il y a de la gravité sexuelle, mais vous ne pouvez pas la voir. Et à ce moment-là, je peux dire beaucoup de choses. Parce que quand même, s'il y a de la gravité sexuelle, si la gravité, ça consiste à modifier une organisation, à porter atteinte à un organe vital, ça doit pas passer inaperçu, ça doit se voir quelque part, la gravité sexuelle. Et qu'en fait, oui, parce que un acte qui comporte de la gravité, il est toujours soumis à des conditions. C'est-à-dire que si vous voulez aller faire des tests cliniques pour tester un médicament, c'est pas juste parce que vous avez envie que vous voulez gagner de l'argent. Il faut être en bonne santé physique, il ne faut pas avoir bu, il ne faut pas avoir fumé, il ne faut pas avoir été opéré récemment, enfin des choses comme ça. Et donc tout acte qui comporte de la gravité est soumis à des conditions. Et bien le sexe, c'est pareil, c'est-à-dire que le consentement, c'est une condition, mais ce n'est pas la seule. Il y a une autre condition qui est très connue, c'est l'âge. Et c'est vrai que quand on associe sexualité et enfant, tout de suite, on la voit, la gravité. Elle est évidente. Et pourtant, par rapport à ça, la loi, en France, a été incapable de fixer un âge limite pour parler du consentement. Et pourquoi ? Parce qu'encore une fois, le viol est défini par la contrainte. Et s'il n'y a que la contrainte, et ben même quand c'est une fillette de 11 ans, et ben on va quand même essayer de savoir si elle a consenti ou pas. Mais le problème, c'est que, comme je disais, si la frontière corporelle, c'est une construction et c'est un organe vital, la période de construction, c'est celle de l'enfance. Et non seulement l'enfance, c'est la période de construction de la frontière corporelle, mais il y a aussi une autre période qui est la domestication de la pénétration corporelle, qui est l'adolescence. L'adolescence, c'est le moment où on va trouver le bon partenaire, le bon moment, le bon scénario. C'est aussi le moment où on va trouver son orientation sexuelle. Et donc tout ça, ça nécessite du temps. Et aussi surtout la possibilité de se rétracter à n'importe quel moment, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu, ça ne nous plaît plus, on ne sait pas pourquoi, mais stop. C'est pour ça aussi que ça pose un problème quand il y a un rapport sexuel avec un adulte qui a autorité sur l'adolescent ou l'adolescente. Parce que quand un adulte a autorité, bah, l'adolescent, il a plus de mal à dire non. Et ça ne respecte pas une des conditions nécessaires pour domestiquer la pénétration corporelle. Et donc, l'enfance, c'est la période de construction de la frontière corporelle. L'adolescence, c'est la période de domestication de la pénétration corporelle. Voilà. Frontière corporelle pour l'enfant. Et donc, ça veut dire qu'un enfant ne peut pas envisager avec maturité une pénétration corporelle. Et donc, pendant ce temps-là, la loi, elle cherche à savoir si l'enfant a consenti ou pas. La loi, elle dit, il faut quand même qu'on discute au cas par cas. Mais au cas par cas, à chaque fois, elle va discuter de la contrainte.
Et pourtant, dans la loi, il y a quand même, la loi est consciente d'autre chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle quand un consentement est caduc. Quand un accord est caduc, c'est parce que la personne qui a formulé cet accord n'était pas au courant de tout. Son consentement n'était pas éclairé. Et c'est le cas des enfants. Parce que souvent, on dit que les enfants ne peuvent pas consentir à une relation sexuelle. Un adulte peut faire consentir un enfant à presque tout. Il peut lui faire consentir à manger des brocolis. Il peut lui faire consentir à aller à l'école. Il peut le faire consentir à faire la bise à papy, mamie qui sent pas bon. Il peut faire consentir à tout un tas de trucs. Et donc non, le problème, c'est pas qu'un enfant ne peut pas consentir à un acte sexuel, mais son consentement ne peut pas être valable. Et c'est ça qui rend fou les enfants, c'est que ils se souviennent qu'ils ont fait ceci ou cela. Mais la loi n'est pas là pour les protéger, pour dire non, ton consentement n'était pas valable. Ils vont dire, oui, mais tu as quand même fait ça. Voilà, donc ça les rend dingues. Et que normalement, la loi, si elle veut protéger les personnes les plus faibles, il faut qu'elle pose un... Mais le problème, voilà, c'est que la loi, c'est définie que par la contrainte. Il n'y a pas cette notion de gravité de la pénétration corporelle. Donc ça, c'est ce qui concerne les enfants. Mais on pourrait se dire, bah, les adultes, eux, ils ont eu le temps de construire leurs frontières corporelles, ils ont eu le temps de domestiquer la pénétration corporelle, de l'apprivoiser, donc ça devrait aller. Mais en fait, non. Parce que si la gravité consiste à porter atteinte à un organe vital, en ce qui concerne le psychisme, c'est quand ça porte atteinte à l'identité. Et que la gravité sexuelle, en fait, ça agit à l'origine de l'humain. C'est-à-dire que ça a divisé les identités entre le masculin et le féminin. Et que ça n'a pas que divisé le masculin et le féminin, mais ça en a fait de la hiérarchie. Et parce qu'en fait, si vous voulez, si la frontière corporelle existe bel et bien, ça pose une problématique pour toute société humaine. C'est-à-dire que psychiquement, s'il y a une frontière corporelle, vaut mieux que personne n'entre. Non, vaut mieux que personne n'entre parce que non, sinon ça va être compliqué, il faut vérifier l'identité, il faut des conditions, puis c'est risqué, donc non. Il n'y a personne qui rentre, c'est mieux comme ça. Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, biologiquement, ça peut poser un souci. Je ne dis pas que la reproduction est obligatoire, mais si jamais personne n'entre dans personne, au niveau de la reproduction, ça va être compliqué. Et donc il a fallu, et ça c'est la problématique de toute société, de réguler cette pénétration corporelle et que chaque individu, enfin un groupe d'individus doit apprivoiser cette pénétration corporelle. Et comme je disais, c'est la période de l'adolescence. On choisit le bon scénario, où on se prend du temps, où on choisit son orientation sexuelle. Mais le truc, c'est que tout le monde n'a pas à apprivoiser la pénétration corporelle. Il y a une partie des humains qui n'a pas à l'apprivoiser. Et non seulement elle n'a pas à domestiquer la pénétration corporelle, mais on la met en garde contre cette pénétration corporelle. Et le message est simple, c'est si on te pénètre, tu seras inférieur. Et en fait, il n'y a pas de bureau officiel du patriarcat qui emmène les garçons à 13-14 ans leur expliquer qu'être pénétré, c'est inférieur. Non, ça se véhicule de manière beaucoup plus efficace, et dès le collège, avec des insultes qui associent le fait d'être pénétré à être inférieur. Et c'est des insultes comme pédé, enculé, tapette, ta fiole. Et donc la question qu'on peut poser, c'est si toute une partie de l'humanité grandit avec cette idée que être pénétré, c'est être inférieur, qu'est-ce qu'ils vont penser des personnes qui peuvent être pénétrées? Et là, c'est important parce que on est dans la matrice du patriarcat. Et que le patriarcat, ça consiste à dire les hommes sont là, les femmes sont là. Et en fait, lorsque les femmes intègrent cette hiérarchie, c'est-à-dire lorsqu'elles anticipent le fait qu'elles aient moins de droits, ça s'appelle le plafond de verre, c'est-à-dire qu'elles n'imaginent même pas atteindre certains postes, ça s'appelle la condition féminine, quand en fait le fait d'intégrer cette hiérarchie. Et c'est pour ça aussi que y a certains hommes qui vont être très sérieux par rapport à ça. Pour eux, c'est très important de faire des blagues sexuelles ou des allusions sexuelles au bureau. C'est-à-dire le gars qui est incompétent, qui est pas très sûr de lui, ça va lui faire du bien de faire une allusion sexuelle face à une de ses supérieures, parce qu'en faisant une allusion sexuelle, il dit « Regardez, moi je suis pénétrant,
et vous êtes là, vous pouvez être pénétré. Ou alors, la main aux fesses. La main aux fesses, c'est une blague potache. Ça passe pour une blague potache, mais qu'est-ce que c'est une main aux fesses? Et ça se fait souvent en public, une main aux fesses, c'est de dire regardez bien tout le monde, ben, je rentre, moi je pénètre dans sa frontière corporelle. Et regardez bien, donc c'est moi le pénétrant, c'est cette personne qui est pénétrée, et voilà, et tu peux rien dire parce que c'est censé être marrant. Voilà. Donc c'est ça une main aux fesses. Donc voilà, si le sexe c'est anodin, il n'y a pas de conséquences. Et par contre, s'il y a de la gravité sexuelle, alors c'est ça qui va générer la hiérarchie entre le masculin et le féminin. Et simplement, c'est une logique territoriale. Et c'est ça aussi qui va générer des viols, de la maltraitance, parce que à partir du moment où il y a des hommes qui pensent qu'il y a un groupe de femmes qui est inférieur, ils peuvent violer parce que ils vont pas violer des femmes respectueuses comme leur femme ou leur sœur, parce que quand ils violent, ils vont violer plutôt des allumeuses ou plutôt des filles faciles, pas des vraies femmes qu'on peut respecter. Et voilà. Donc si la gravité sexuelle c'est un secret, ce secret pour l'instant ne bénéficie qu'au système du patriarcat. Et donc il s'agit de dévoiler ce secret. J'espère que parce que j'ai parlé aujourd'hui, vous avez absorbé un petit peu de lumière. Une petite conviction qu'on ne peut pas vous faire taire, pardon. Je suis presbyte. Une petite satisfaction que justice a été rendue. Une petite assurance que nous allons quelque part. Et une grande, grande conviction que vous êtes importante. Incontestablement, vous êtes intouchable. Vous devez être estimé, respecté, indéniablement. Chaque minute de chaque jour. Vous êtes puissante et personne ne peut vous enlever ça. Voilà, donc tout ça, la question c'est qu'est-ce que ça pourrait changer? C'est que simplement, ce qui modifie les comportements et ce qui modifie les consciences, c'est la perception de la gravité. Par exemple, en 2003 en France, il y a une canicule. Et c'est une canicule qui a généré une surmortalité importante auprès des personnes les plus fragiles. Et depuis 2003, il y a eu d'autres canicules. Mais la surmortalité n'a pas été la même. C'est parce que depuis 2003, il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience de la gravité de la canicule, que ça ne fait pas juste penser aux vacances à Saint-Tropez, mais que ça peut tuer des gens. Et donc ça fait que des voisins sont devenus plus vigilants. Moi j'ai une amie, quand il y a canicule, elle pose des congés, elle s'occupe de sa mère. Et elle l'a fait à partir de 2003. Et donc si il y a bel et bien une frontière corporelle qui est vitale, et que si la pénétration corporelle contient de la gravité, peut-être que ça pourrait modifier certaines choses. Peut-être que ça pourrait agir sur l'entourage, mettre des mots sur certaines craintes, et modifier un petit peu leur attitude, parce que le passage de là à là, ça dépend beaucoup de l'entourage en fait. Peut-être que ça, je pense aussi à certains hommes qui pensent que parce qu'ils ont parlé, ils ont discuté un peu avec une femme, qui leur ont payé le restaurant, la relation sexuelle c'est indu. Mais s'il y a une frontière corporelle vitale, c'est pas indu. Il n'y a rien à voir entre payer un japonais, c'est un peu comme si vous disiez attends, je t'ai payé le resto, prête-moi ton rein 1 heure. Je t'ai payé le resto quand même. Peut-être aussi que ça pourrait donner des priorités pour les institutions. C'est-à-dire que par exemple, la formation de l'accueil aux victimes de viol, c'est sous forme de volontariat. Et peut-être que ça pourrait devenir systématique. C'est pareil pour le processus des assises, qui est très lourd, et qui n'est pas prévu pour les plaintes pour viol. Peut-être que ce serait possible, il y a tout un tas de choses à faire pour alléger le processus des assises, comme par exemple enregistrer le témoignage des victimes. Ça se fait déjà pour les enfants, pourquoi pas pour les adultes, pour les majeurs. Puis je pense aussi aux écoles. C'est-à-dire, souvent on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux pédocriminels? Et parce qu'il y a un complice très puissant des pédocriminels, c'est le silence. C'est-à-dire que les pédocriminels, ils comptent sur le fait que les enfants, ils vont se taire. Et que par rapport à ça, l'école pourrait proposer des formations, des activités pour éduquer les enfants à savoir ce qu'il faut faire, non pas quand ils sont victimes de viol, parce qu'à ce moment-là, ils ne sont pas assez matures pour l'envisager, mais il y a des programmes comme par exemple Mon corps, c'est mon corps, ou sur le secret,
ou qui disent, quand il se passe quelque chose de désagréable avec mon corps, d'essayer de le dire à un adulte. Et en fait, et même il y a eu la loi Aubry du 4 juillet 2001 qui préconise à tous les établissements scolaires 3 formations par an et par groupe d'âge et tous les ans sur l'information et l'éducation à la sexualité. Et en fait, moi pendant une période j'étais prof de philo et une fois j'avais proposé, je connaissais une formation, je connaissais une association qui proposait ça. Et en fait la réaction c'est que tous les profs et le directeur il m'a regardé bizarrement. Il dit mais pourquoi vous voulez parler de ça? Parce que l'état d'esprit dans beaucoup d'établissements scolaires c'est on parle pas de ça. On parle pas de ça aux enfants et on relègue ça aux profs de biologie. Et donc on n'en parle pas, mais très bien, parce que les pédocriminels, ils s'en chargent d'expliquer aux enfants ce qu'ils doivent dire ou pas dire. Il n'y a pas de souci avec ça. Et que ça peut être une action assez rapide que chacun peut avoir à partir du moment où il ou elle a des enfants dans une école, c'est de proposer, de demander d'exiger qu'il y ait ce genre de formation pour protéger les enfants. Et donc voilà, si la frontière corporelle existe, je pense qu'on pourrait être dans une période pré-frontière corporelle. Tout comme il y a eu une période pré-microbienne et tout comme il y a eu une période pré-électricité. Et qu'ensuite les choses ont évolué. Donc ce que je vous propose, c'est de faire civilisation. Voilà, merci. Là, il se passe quoi maintenant? À nouveau, vos retours sont vraiment les bienvenus. Voilà, du coup, faire passer des petites feuilles, par exemple, vos traités d'écriture. Voilà, vous avez encore quelques minutes à vous accorder. Moi, je me charge de leur faire applaudir à nouveau.